nord-américaine versus une compagnie européenne. Je me rappelle qu'au niveau là, de tous ceux qui étaient dans le milieu politique, c'était un dossier assez chaud. En 1982, je mentionne celui-là parce qu'il y a un peu une similitude avec ce qu'on vient de vivre depuis 2 ou 3 ans au niveau de la politique monétaire. En 1982, le taux d'inflation était monté jusqu'à 12 à peu près aux alentours au mois de mai, juin à peu près. Et c'était la queue un peu de l'augmentation des prix du pétrole, le quadruplement des prix du pétrole, qui a créé de l'inflation. Et là, à un moment donné, aux États-Unis, Paul Volcker, qui était le chair de l'agence de fixation de la politique monétaire, a dit « Nous allons battre l'inflation avec les taux d'intérêt ». Il a réussi, mais là, le Canada a fait la même chose. Et là, ça a été des conditions épouvantables. Les taux d'inflation qui avaient monté jusqu'à 12, bien, ça n'a pas tombé tout de suite, mais le taux directeur de la Banque centrale, je crois, a monté à 16 aux alentours de 16-17 Les taux hypothécaires pour les hypothèques d'1 an, 21 Et là, à ce moment-là, le taux de chômage, le Québec, lui, n'avait aucun moyen pour se défendre. À ce moment-là, ça a été la situation la plus catastrophique que j'ai vue dans toute ma carrière, c'était celle-là. Et moi, j'étais à faire le mémoire, mettre les chiffres dans le mémoire. Moi, j'étais juste un jeune analyste dans le temps. Mais mettre les chiffres dans le mémoire, on a commencé à rédiger le texte au mois d'avril-mai, après le budget. Le taux de chômage était aux alentours de 10,5 11. À chaque mois, ça montait d'1 Au mois d'août, quand on a voulu présenter le mémoire au Conseil des ministres, le taux de chômage était rendu à 16 au Québec. Et ça, à cette date-là, le gouvernement préparait le renouvellement des conventions collectives pour l'ensemble du secteur public, parapublic, pour janvier 1983. Là, vous voyez que là, évidemment, les chiffres étaient catastrophiques à tous égards. Une réalité comme ça, où la politique monétaire a joué un rôle colossal, et on va en parler un peu plus aussi plus récemment, la politique monétaire, encore une fois, est au cœur un peu des difficultés économiques pour le Québec. Les commissions parlementaires sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, donc ça avait été aussi un très grand dossier. Et d'ailleurs, comme Pierre avait présenté des mémoires d'experts à ce moment-là. Et ce qui avait été exceptionnel à ce moment-là, ça suivait la commission Bélanger-Campo, qui était une commission un peu fermée, mais avec des spécialistes invités. Les commissions parlementaires, les 2 partis principaux invitaient leurs propres experts, puis nous, la commission, on invitait d'autres experts pour s'assurer de couvrir tout le champ. Mais là, les experts qui venaient devaient présenter leur texte et aller le défendre en commission parlementaire, questionner. Et il y en a qui ont trouvé ça un peu plus corsé quand ils avaient à aller défendre publiquement devant tout le monde leur texte. Donc, ça a été une très grande expérience. Donc, régie de l'énergie, où ça a été par après, c'est dans ce domaine-là que j'ai travaillé. Et la régie, le cadre juridique de la régie, la loi établit le fonctionnement. La régie est un organisme indépendant pour rendre ses décisions. Tout à l'heure, on va aborder la Banque centrale. Il y a un cadre juridique. Elle est indépendante pour rendre ses décisions. Mais les deux cadres juridiques ne sont pas élaborés de la même façon. La régie de l'énergie travaillait avec des audiences publiques pour rendre des décisions. La Banque centrale, c'est des audiences plutôt fermées. Donc, encore là, une différence. Et par la suite, donc, en 2020, il était prévu une conférence. La conférence d'aujourd'hui est un peu la continuité, mais plus spécifique. Il était prévu, j'avais un texte sur le Québec souverain au plan économique et financier, quelles sont les assises d'un Québec souverain. Et à cause de la pandémie, donc, ça a été mis sur la glace. Et pendant la pandémie, là, tous les chiffres changeaient énormément. Donc, c'est par après, Martine, par la suite, m'a invité à présenter un peu mon texte et mes points de vue en 2022. Je remercie beaucoup le Mouvement Québec indépendant pour cette opportunité. Donc, ce soir, on va commencer la première section, c'est le cadre général de l'exposé, les grandes hypothèses de référence ou les postulats de référence que j'ai utilisés pour aborder la question de la politique monétaire. La section 2, ce sera très descriptif et j'irai beaucoup plus rapidement. Dans le texte détaillé, il y a les descriptions. Mais la section 3, où là, tous les thèmes sont repris un par un avec là, des réflexions sur les options pour le futur. Donc, les pouvoirs régaliens, qui est le thème un peu du dossier, penser le Québec indépendant, rapatrier les pouvoirs. Et bon, en économie, c'est quoi les pouvoirs régaliens?
on peut juste penser sur les pouvoirs qui étaient réservés au roi. On a juste à penser à Louis XIV, qui était en charge de tout. Lui, l'État, c'était Louis XIV. Il s'occupait de toutes ces choses, de l'armée, de la justice. Louis XIV s'appelle Ottawa. Pardon? Louis XIV s'appelle Ottawa. Oui. C'est vrai, c'est ça, là. Et donc, mais dans notre exposé, donc, les pouvoirs régaliens, ça peut être un peu plus large, un peu moins large, ça dépend des auteurs. Ici, on va se concentrer sur le commerce, la monnaie et la banque. Ce sera les pouvoirs qui sont réservés exclusivement à l'autorité fédérale, dans la Constitution de 1867. OK, donc c'est suffisamment gros pour être lisible. OK, donc le postulat central, donc, c'est que comment aborder la politique monétaire ou le commerce, la monnaie, les banques. Quelque part, bien rapatrier ça, ça prend une assise. Là, on peut bien recommander, oui, de le faire, mais avec tous les dossiers juridiques, constitutionnels qu'il y a eu, savoir qu'est-ce que le Québec a le droit de faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, est-ce qu'il y a une négociation avant, etc. Donc, moi, j'ai dit, je prends pour acquis que l'Assemblée nationale aura déclaré que le Québec choisit d'exercer tous les pouvoirs qui relèvent de la souveraineté institutionnelle d'un État au plan juridique international. Ce qui est rajouté ici comme deuxième élément du postulat, c'est que la décision aura été prise sans présumer de quelque forme d'association économique que ce soit avec l'État prédécesseur. Donc, on se rappelle, en 1980, il y avait un trait d'union très serré. En 1995, c'était la souveraineté, mais avec une autorisation de négocier. Et par la suite, réapprouvé par l'Assemblée. Ici, moi, j'ai mis l'hypothèse à l'inverse. C'est comme on parle de tabula rasa, comme on dit une expression. Et si le Québec est souverain, le Québec aborde tous les éléments et ensuite peut identifier des éléments sur lesquels il pourrait vouloir faire des ententes avec l'État fédéral. Donc aussi, une autre prémisse, c'est qu'actuellement, quand on regarde des questions, est-ce qu'on devrait accéder à l'indépendance? Il faut avoir déjà une bonne idée à savoir est-ce que c'est faisable au plan des finances publiques, est-ce que l'évolution future de l'économie permettra de s'y retrouver. Donc ça ici, on prend pour acquis que ce débat-là aura été fait dans les façons requises pour prendre une décision éclairée et ultimement, c'est l'Assemblée nationale qui peut décider de quel type d'information ou de débat est nécessaire. Ça dépend des sujets, ça dépend des finalités. Donc là, si je continue, à partir de ce postulat-là, donc la première conséquence, c'est que la Constitution du Canada cesse d'avoir application à partir de la date de prise d'effet de la décision qui sera émise par l'Assemblée nationale. Si c'est le 2030, ce sera le 2030. L'État du Québec, à compter de la même date, est pleinement doté au plan constitutionnel de tous les pouvoirs pour mettre en place la juridiction nouvelle applicable aux nouveaux pouvoirs qui sont rapatriés. Et donc, comme je mentionnais, à ce moment-là, le Québec, lui, pourra choisir soit d'exercer tous les pouvoirs de façon pleinement indépendante, soit encore décider de chercher à faire des ententes sur certains objets, soit les gros objets, soit les plus petits objets. Mais ici, je prends pour acquis que c'est le Québec qui est maître un peu de ses choix sur la négociation portera sur quoi et quelle sera son offre, mais le Québec ne contrôlera pas quelle est la réaction du gouvernement fédéral à quelque offre que ce soit. Et peut-être que le gouvernement fédéral pourrait avoir des propositions qu'on a à date jamais entendues, mais il se pourrait que dans un dossier, le tout se produise. Et quelque part, cette approche-là, un peu ce qui m'a inspiré, c'est il y a une certaine ressemblance avec ce qui s'est passé au Royaume-Uni quand le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne, ce qu'on appelle le Brexit. Donc, eux aussi, ont tenu un référendum. Par la suite, il y a eu une décision du Parlement pour autoriser le premier ministre à commencer des discussions avec l'Union européenne. Un premier comité avait été chargé pour procéder à la résolution des engagements financiers antérieurs. Ici, les deux groupes avaient créé des dossiers. Sur certains, il y a des engagements futurs qui en découlaient. Et donc, ici, ce premier comité-là, qui était, je pense que les deux comités d'ailleurs étaient dirigés par Michel Barnier, qui vient de démissionner comme premier ministre en France. Et le deuxième comité était de négocier par traité les termes de la future relation Royaume-Uni-Union européenne. Donc, eux partaient d'un peu plus loin que le Québec parce que, en quittant le marché unique de l'Union européenne, le Royaume-Uni n'avait pas d'autre accord avec l'Union européenne. Tout à l'heure, on va voir le Québec
Si le Québec quitte, il y a déjà l'entente Canada, États-Unis, Mexique qui est là. Si nous succédons, ben, la trame est déjà là. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni, le traité du Royaume-Uni avec l'Union européenne, c'est à peu près le traité nord-américain qui a été utilisé pour adapter la situation au niveau du libre-échange. On va y revenir un peu tout à l'heure. Et finalement, la date à laquelle ça s'est produit, vous voyez, 96, le référendum, mais c'est entré pleinement en vigueur en 2021. 2016. 2016. Oui, oh, il y a une petite erreur ici. 2016, oui. 2016 à 2021, 5 ans. Donc, la section 2 ici, dans ce qu'on va présenter, c'est l'inventaire, un peu la nomenclature des pouvoirs qui seraient répatriés. Comme dans le commerce, il y a plusieurs sous-pouvoirs qui ont fait l'objet de législation du gouvernement fédéral. Donc, on va les énumérer. Même chose par la suite, on va dire les modalités de l'intégration. Est-ce qu'il y avait une duplication, donc on va résorber le tout, versus non, c'était des pouvoirs exclusifs, et là, c'est des nouveaux pouvoirs pour le Québec. Donc, on va appliquer le principe de la continuité des institutions. Donc, règle générale, au jour 1, on ne commencera pas à réinventer ou à refaire des nouvelles politiques en commençant. On va commencer par rapatrier les pouvoirs, et par la suite, le Québec pourra gérer ou instaurer un peu ses orientations au fur et à mesure. Et donc, ici, je vais y aller assez rapidement parce que dans la plupart des sujets, on dit, ben ça, c'est le pouvoir, il est exercé. Dans le texte, on décrit en détail ce que fait le fédéral actuellement. Et à la fin, la plupart ont ici une conclusion dans le texte que le tout sera rapatrié tel quel pour commencer et par la suite, donc, pour que le Québec puisse s'en approprier. Donc, au niveau général, la compétence fédérale, elle est prévue à l'article 91.2 de la Constitution de 1867. Et en est une très générale qui s'appelle « Réglementation du trafic et du commerce ». Au départ, trafic, je ne sais pas, mais ça semble être le mouvement des marchandises. Tarif ou trafic? Pardon? Tarif ou trafic? Trafic. C'est bien marqué dans la Constitution, c'est ce terme-là, trafic. Et je pense que le terme anglais, en fait, c'est une traduction de l'anglais qui est Trade and Commerce. En français, c'est traduit comme trafic et commerce. Et c'est pas en français, c'est pas une version officielle, c'est une traduction qui est rendue disponible. Donc, ici, on va parler de commerce intérieur et extérieur. Donc, le commerce intérieur, c'est quoi? Donc, il y a une loi sur la concurrence, qui est une loi fédérale, un bureau sur la concurrence qui reçoit les plaintes ou autres ou qui fait des enquêtes. Genre, il y a eu des enquêtes sur la collusion pour le pain ou des enquêtes sur la collusion des prix du pétrole. Donc, c'est des prix de l'essence. Donc, c'est le genre de dossier qu'ils peuvent aborder. Il y a aussi une enquête sur la fusion de la Banque Royale avec la banque HSBC, où là, les services bancaires se trouvent à être réduits de par la fusion de ces deux entreprises. Et donc, le bureau s'occupe de ça. Lorsqu'il y a un litige, c'est un tribunal qui reçoit le litige et qui tranche. Il y a une loi sur l'enregistrement des compagnies canadiennes. Dans la Constitution, il est prévu que le fédéral a la responsabilité de tous les objets non donnés exclusivement aux législatures provinciales. Le Québec en a une loi sur l'enregistrement des sociétés pour le Québec, mais c'est pour les entreprises qui font affaire seulement sur le territoire du Québec. Si une entreprise fait affaire dans plus d'une province, elle peut s'enregistrer au fédéral et là, à ce moment-là, avoir accès partout ou encore dans chacune des provinces où elle veut faire affaire. Et donc, ici, cette loi-là serait rapatriée à la base. À la base, on va en parler tout à l'heure, la clause qui est. Et donc, en vertu du postulat, ça va être un peu ça l'action à la fin de chaque pouvoir rapatrié. Intégration du tout au corpus des lois du Québec avec les adaptations d'usage. Donc là, c'est la même loi au départ qui va servir de canevas. On change les termes ou le code postal Ontario pour Québec. Et ça fait à peu près le travail pour commencer. Donc, par la suite, le commerce extérieur, il y a la loi sur les douanes. Agence des services frontaliers, poste de douane. Ici, c'est une loi fédérale. Et si le Québec devient pleinement indépendant, s'occupe de tous les échanges commerciaux avec l'externe, mais ça va lui prendre une loi sur les douanes. Et là, de toute façon,
au plan juridique, il y aura une loi, à savoir est-ce qu'il y aura une entente par la suite. L'entente pourrait être à l'intérieur de la loi, l'administration est confiée à un organisme ou autre. Le traité de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ça c'est le traité général international qui favorise le libre commerce sur une base non discriminatoire pour l'ensemble des pays, l'ensemble des entreprises, et ça se trouve à faire un code international qui sert de référence lorsqu'il y a des litiges ou lorsqu'il y a des questions qui portent à la confusion. Donc encore là, ici, on suppose l'intégration au corpus des lois du Québec. Le commerce extérieur continue, alors que l'OMC est un traité international général de référence. Les accords régionaux, comme Canada, États-Unis, Mexique, c'est un accord régional, la région nord-américaine. Il y a la même chose avec l'Union européenne maintenant, il y en a avec les pays de l'Indo-Pacifique, une autre PTGP. Avec le Royaume-Uni, il y a un accord bilatéral. Donc là, ici, c'est pas il y a juste deux pays, Canada et Royaume-Uni. Et je crois, là, pour cet accord-là, encore là, c'est un peu l'accord qui a été conclu avec le Canada et l'Union européenne, qui a été adapté pour le Royaume-Uni. Donc ici, ça s'est passé comme ça et il est en vigueur maintenant. Et il y a je pense, une vingtaine ou une trentaine d'accords bilatéraux avec des pays spécifiques un peu partout sur la planète. Là, ici, on n'en fait pas l'énumération. Donc, on prend pour acquis ici qu'en vertu du principe là, de succession d'État au traité de l'État prédécesseur, le Québec portera sa candidature pour devenir signataire des accords et donc repartir avec ce qui existe déjà, mais en s'intégrant comme partie prenante et non pas partie provinciale d'une représentation qui était auparavant confiée à l'État fédéral. Commerce intra-canadien, ici au Canada, le principal objet de la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et autres, c'est principalement géré par les pouvoirs exclusifs du fédéral. Mais entre les provinces, il y a plusieurs barrières qui ont toujours subsisté. Et cet accord-là a été créé pour essayer de diminuer les barrières entre les provinces. Notamment, les gens parlent souvent, mettons, pour les sociétés des alcools, c'est différent d'une province à l'autre et les règles ne sont pas les mêmes. Il y a même des je pense que l'Australie, à un moment donné, a porté un litige sur le fait que ces diverses lois-là, provinciales, étaient non conformes à l'accord international de l'OMC. Donc, on voit ici, donc, au Canada, ça a été introduit aux alentours de 1994 aussi, 1995, et là, ça a été mis à jour. Et ici, par contre, comme le Québec se retire on dit que la Constitution du Canada cesse d'avoir effet, donc ici, on ne prend pas pour acquis que le Québec demanderait d'être partie prenante, ça demanderait de négocier continuer avec les 10 provinces et autres, ce qui ne sera pas le cas. Il pourrait arriver que le Québec veuille négocier avec le Canada, qui lui s'entendrait avec ses provinces, mais ça reste partout dans le texte. Si j'ai fait attention de ne pas essayer de spéculer qu'est-ce qui pourrait être envisagé, proposé par le fédéral, on ne sait pas exactement quelle position il pourrait prendre. Et une fois qu'on essaie d'imaginer les ententes possibles, bien là, ça devient tentaculaire et on a choisi d'y aller juste les pouvoirs du Québec sont quoi et on avance. Le tamisage des investissements étrangers, donc ici, c'est un autre complément d'importance. C'est un mécanisme là, qui, lorsque les non-résidents, les grandes firmes internationales veulent investir au Canada, il y a ici, le Canada est équipé d'une loi là, pour faire le tamisage des investissements étrangers. Cette loi-là, on suppose que le Québec va s'en donner une équivalente. Encore une fois, avec les adaptations requises, parce que la taille de l'économie n'est pas la même, dépendamment quelles entreprises veulent participer ou pas. Et donc, ce sera là. Banque centrale et monnaie. Rapidement, juste une lecture des lois. Loi sur la Banque du Canada, loi concernant la monnaie et le compte d'échange. Loi instituant le dollar canadien, adhésion au Fonds monétaire international. Tout ça, encore une fois, on présume que le Québec va vouloir se doter d'une loi cadre pour ses interventions dans ces domaines. Et plus tard, en section 3, on va regarder les points qui s'y rapportent. Les banques à charte fédérale. Donc, les banques à charte fédérale sont les 6 grandes banques que nous connaissons tous, la 6e et la Banque nationale. Mais les plus grosses, c'est Banque Royale, Banque de Nouvelle-Écosse, CIBC, etc., Toronto Dominion, les banques TD, c'est-à-dire. Donc, les banques à charte, ça, c'est vraiment
dans la Constitution elle-même, c'est réservé exclusivement à l'État fédéral pour l'incorporation des banques. Donc, c'est certain qu'au jour 1, ben, les banques enregistrées au Québec, il n'y en aura pas parce que ça fait près de 200 ans que c'est défendu. Donc, c'est certain qu'il n'y en a aucune parce que la loi ne le permettait pas. Par contre, les coopératives de crédit, comme le mouvement des jardins, lui, sont incorporés en vertu de lois provinciales. Et s'ils sont au fédéral, de là, il y a possibilité également, mais au niveau des banques à charte, ça, c'est réservé au fédéral. Mais une fois qu'une banque est enregistrée, par contre, elle peut opérer partout au Canada par des succursales et non pas par des filiales. Donc, succursales, c'est où ils ouvrent des comptoirs un peu partout, puis font quelques transactions, et le reste est toujours centralisé au niveau décisionnel, au niveau de la compagnie mère, de la société mère. Donc, encore une fois, ici, on va regarder tout à l'heure sur les banques. Et autre domaine des lois, donc, il y a plusieurs autres domaines qu'on n'abordera pas, comme les infrastructures de télécommunications. C'était nulle part dans la Constitution en 1867. Les télécommunications n'existaient pas. Ils essayaient de communiquer d'un bureau à un autre bureau sur le même étage. Puis c'était les expériences au niveau technique, ça se passait à peu près aux alentours de 1867. Ça fait que, ils n'avaient pas pensé donner ça au fédéral, mais quand c'est devenu télécommunications internationales, là, par la suite, il y a eu une décision de la Cour suprême que ça revenait comme responsabilité à l'État fédéral. On n'en parlera pas plus ici, mais c'est un dossier qui va devoir être regardé. Les pipelines interprovinciaux, tout ce qui est interprovincial, ça relève de la juridiction du fédéral. Et il y a d'autres ouvrages aussi qui peuvent être déclarés d'intérêt national selon les volontés du Parlement canadien. Les impôts, c'est un autre pouvoir régalien, mais on n'abordera pas ici. De toute façon, le Québec fait déjà beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc, encore là, ces systèmes-là feront l'objet de rapatriement, mais seront traités dans d'autres cadres. Donc, je vais arriver ici à la section 3, qui là, je vais présenter un peu par item quelles seraient les pistes de réflexion un peu sur comment le Québec pourrait aborder ces dossiers-là, et par la suite voir est-ce qu'il y a des ouvertures ou pas pour des approches soit d'association, soit d'exigences précises, additionnelles à mettre par rapport à ce qui existe dans la législation fédérale. Donc, on va regarder ces choses-là. Quand j'ai préparé mon texte, donc de 1995 à 2024, il y a eu énormément de changements. 1995, c'est la date du dernier référendum. 2024, l'OMC a remplacé le GATT. À l'époque, GATT, c'était General Agreement on Tariff and Trade. Et je pense qu'il n'y a jamais eu de traduction officielle. L'acronyme, en tout cas, était le GATT pour tout le monde. Donc ça a été remplacé par l'OMC, qui est plus élaboré maintenant. Ensuite, l'accord de commerce nord-américain, maintenant, s'appelle ACEUM, donc commerce États-Unis-Mexique, Canada, États-Unis-Mexique, qui a remplacé l'ALENA qui était là depuis 1995. En Europe, le traité de Maastricht, en 1993, a jeté les bases d'une monnaie commune en Europe, tout en consacrant le marché unique européen. L'euro a été créé en 1999 et introduit en monnaie papier en 2002. Donc, ils ont créé au niveau des banques et des institutions, dès 1999, l'euro avait cours légal, mais la monnaie, elle, le papier-monnaie a commencé seulement en 2002. Et quand ça a commencé, c'est devenu un non-événement. Les Français qui avaient des francs l'échangeaient pour un euro avec le taux de conversion, et ensuite, ils travaillaient avec le papier-monnaie européen. Mais je vais en parler tout à l'heure sur une fois qu'il y a une juridiction a autorité sur quelle monnaie a cours légal, par la suite, laquelle a effectivement cours légal, ça devient un peu c'est pas secondaire, ça a beaucoup d'importance, mais c'est pas fondamental dans l'exercice de la juridiction exclusive des pouvoirs par un État. Donc, si on continue, crise financière internationale de 2008 et de 2020, ici, je marque que ça a bouleversé les économies occidentales et les politiques monétaires. Au niveau des politiques monétaires, il y a eu des gros changements. Le plus gros, c'est la pandémie de 2020. Je vais y revenir tout à l'heure. Et dans les années récentes, le Canada a signé aussi des accords de libre-échange avec l'Union européenne. Ça fait aux alentours de 2018 à peu près, je crois que ça a été introduit. Et avec les pays de l'Asie du Sud-Est et un autre avec le Royaume-Uni. Donc, tout ça fait que, tout ça ensemble, le portrait d'aujourd'hui n'est plus le même que le portrait de 1995. 1995, de faire la souveraineté en voulant prendre
l'entièreté de la juridiction sur l'ensemble des domaines, mais il y avait à créer là, des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, les accords de libre-échange sont tellement détaillés, puis ça porte sur tellement de sujets que c'est des mini-constitutions internationales, mais par traité plutôt que par des constitutions comme telles. Donc, on va commencer le marché intérieur, la loi sur la concurrence, bureau de surveillance et tribunal spécialisé. Donc, ce que ça vise, c'est assurer le bon fonctionnement du marché et la libre fixation des prix par les vendeurs et les acheteurs. Ça, quelque part, c'est le fonctionnement de l'économie de marché pour tous les biens qui ne sont pas l'éducation, la santé ou les biens là, du secteur public. Donc, par défaut, c'est le système du marché libre. Et ce que vient faire la loi sur la concurrence, elle s'assure d'empêcher qu'il y ait de la collusion entre les entreprises pour essayer de profiter pour augmenter les prix ou diminuer la concurrence. Le principe étant que la concurrence parfaite devrait permettre d'atteindre l'optimum au niveau économique pour une économie comme par magie. Ça, c'est le principe un peu de référence en économie. Mais donc, dès qu'on n'est pas soit en état de parfaite concurrence ou de concurrence suffisante, là, il peut y avoir des problèmes. Et ici, le Bureau sur la concurrence a le mandat de surveiller l'application des mauvais fonctionnements qui pourraient se produire. Donc, on dit sanctionner les pratiques anticoncurrentielles sur le marché, les entraves au bon fonctionnement, etc. Donc, ici, c'est un pouvoir que le Québec n'a pas actuellement et c'est un outil de plus quand le Québec aura à travailler sur les choses. Au niveau du marché intérieur, il y a aussi l'enregistrement des sociétés et personnes morales. Comme j'ai dit, le Québec en a une loi sur l'enregistrement, mais pour les objets provinciaux seulement. Donc, pour tous les autres objets, c'est une loi fédérale. Et une fois la partie enregistrée, elle peut travailler un peu partout dans toutes les provinces avec des succursales. Donc, au Québec, peut-être qu'un des facteurs, comme au Québec, nous fonctionnons en français, presque toutes les compagnies internationales s'enregistrent strictement dans les provinces anglophones au fédéral et par la suite ouvrent des succursales au Québec. Donc ici, c'est pour que normalement, si le Québec devient indépendant, il y aura obligation que toutes ces entreprises-là s'enregistrent au Québec. Pour aller à l'encontre de ça, ça prendrait comme une entente d'union économique où là, la reconnaissance mutuelle de celles qui s'enregistrent au Québec ont le droit d'aller partout. Celles qui sont enregistrées ailleurs peuvent venir ici. Mais un point à considérer, c'est que comme actuellement, presque toutes les entreprises sont enregistrées à l'extérieur du Québec, si on maintient le tout par une entente d'union économique complète, bien, ces compagnies-là ne viendront pas s'enregistrer ici. Ça va être la continuité. Donc, le gouvernement va avoir à supposer s'il avait l'intention de faire une union économique qui permettrait un peu la reconnaissance mutuelle de tous les enregistrements partout. Donc, il y a des éléments ici d'importance au plan économique à considérer. Au niveau du commerce extérieur, donc ça commence par la loi sur les douanes. La loi sur les douanes, c'est un peu le premier niveau de protection du marché intérieur face au marché extérieur. Donc, si les entreprises veulent vendre des marchandises au Québec, au Canada, donc la loi sur les douanes contrôle la circulation des marchandises et aussi des personnes. Donc, dans l'immigration, c'est à partir de la loi sur les douanes où le contrôle en tout cas des personnes est exécuté dans les postes frontières et les postes de douane. Donc, la fonction de protéger le marché intérieur des préjudices qui peuvent être causés. On a un exemple récent, là, les États-Unis ont annoncé des droits de douane de 100% sur l'importation des véhicules électriques en provenance de Chine. L'Union européenne en a établi à 38, je crois, puis ensuite ils l'ont révisé un peu plus bas, peut-être à 28, mais ils sont arrivés à un taux beaucoup plus bas. Donc là, je me suis dit, ben, pourquoi, si c'est... si la Chine ne répond pas aux obligations du traité international OMC, pourquoi les États-Unis arrivent à 100 et l'Union européenne à 28 ou à 38? Donc, il y a des éléments à considérer. Et par la suite, le Canada a annoncé que lui aussi arrive à 100. Donc, mais on n'a pas les études, souvent ça se fait en catimini. Et, donc, si le Québec devient souverain, il se dote d'une loi, il l'exerce lui-même, il aura à réfléchir quel serait le taux, le Québec mettrait un taux de douane, un tarif de douane sur l'importation des véhicules électriques.
Ces pays-là ont tous des gros marchés automobiles, de production d'automobiles. Au Québec, on n'en a pas. Est-ce qu'on mettrait 100% de nous aussi? Oh, ça, c'est une grande question. Ensuite, il y a d'autres. Il y a eu d'autres exemples aussi, les droits de douane. Il y a tous ceux qui portent sur le secteur forestier, les exportations du secteur forestier aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'il y a des conflits. Ça revient toujours. C'est remis sur la table. Et pendant ce temps-là, les possibilités d'exporter aux États-Unis sont réduites. Ça a été la même chose dans le cas de Bombardier, la C-Series. Les États-Unis ont introduit un tarif douanier de 300% sur la valeur des avions C-Series fabriqués. Le Canada a porté plainte au niveau de l'agence qui s'occupe de l'accord de commerce, mais ça a pris 2 ans, 3 ans. Et par la suite, la décision, ça a été, il n'y avait aucune application et le tarif a été ramené à 0. Mais Bombardier était en faillite à ce moment-là. Donc, on voit que ces objets-là peuvent paraître de rien, mais dans les faits, ça peut avoir des impacts colossaux et les pays se défendent avec ça. En Europe, l'Union européenne parle d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, à l'intérieur des prix des produits, quels sont les éléments de tarification carbone que l'Union européenne s'impose, mais que d'autres pays ne suivent pas. Donc, ils envisagent de mettre un tarif pour bien par bien, pays par pays, et possiblement pour 2026, l'application commencerait. Même chose pour les profits, la taxation minimale des profits des entreprises. Donc, il y a des ententes, mais il y a des pays qui les appliquent plus ou moins. Il y a des paradis fiscaux qui servent d'échappatoire, donc tout ça peut se produire. En matière d'union douanière, donc ici, j'ai dit, évidemment, que présentement, nous sommes habitués qu'il n'y a aucune limite pour les échanges de biens, de marchandises entre toutes les provinces. Il n'y a pas de poste douanier entre le Québec et l'Ontario ou entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Si le Québec devient complètement indépendant, il y aura des postes de douane. Ici, une option, ça pourrait être, et là, ici, j'ai pensé, peut-être une option à examiner par le gouvernement, mais strictement pour les biens et marchandises et non pas pour les services. Si on le fait pour les services aussi, bien là, on va oublier peut-être de participer aux grands accords régionaux, parce que comme je marque un peu plus bas, lorsqu'il y a une union douanière, et à ce moment-là, il doit y avoir des terrains d'entente au préalable entre les parties prenantes, et une seule partie représente les deux parties, mettons, au niveau des discussions internationales sur les tarifs. Donc, en ne mettant pas les échanges d'inclus, à ce moment-là, la juridiction du Québec pour participer à tous les accords internationaux demeurerait. Et ici, sur une question comme celle-là, vous voyez, le Royaume-Uni, quand il s'est retiré de l'Europe, le Parlement du Royaume-Uni a pris l'approche aucune union douanière de quelque sorte que ce soit. Ils voulaient exercer leur plein droit d'établir des ententes de libre-échange avec les pays qu'ils choisissent, mais qu'eux autres mêmes décident. Donc, ça a été une ligne de Boris Johnson ça a été long, eux, parce qu'ils avaient le problème de l'Irlande du Nord avec la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Au début, ils ont tenté l'union douanière, le Parlement dit non. Des tarifs douaniers identiques pour que ce soit, encore là, le Parlement dit non. Finalement, ça a été pas d'union douanière, mais même pas non plus des tarifs identiques, parce que tarifs identiques, ça aurait été le tarif de l'Union européenne, parce qu'ils sont 27 pays, c'est pas le Royaume-Uni qui aurait pu imposer le sien. Donc, plutôt que d'avoir un tarif qui aurait été décidé dans l'Union européenne, ils ont dit non, nous, tout ce que le Royaume-Uni fait est décidé par le Royaume-Uni, et s'il y a des conflits, ce sera jugé par les cours du Royaume-Uni et non pas la Cour de justice européenne. Donc, ça a été le principe du gouvernement de Boris Johnson l'an dernier pour dire aucune union douanière. Par contre, ils sont allés sur le libre-échange. On arrive aux accords de libre-échange, donc l'OMC, qui est l'Organisation internationale. Est-ce que dans les délais, ça va prospérer? C'est un peu long? Encore ça. On va accélérer. On arrive là. Donc, ici, l'OMC est importante parce que si jamais, mettons, l'accord nord-américain devait se terminer, s'il y a trop de conflits, déjà, là, il y a des menaces, des tarifs de 25% avant même que l'élu soit vraiment nommé comme président.
Et donc, si jamais ces accords-là tombent, donc l'OMC demeure la base de référence qui sera toujours disponible au Québec, même si, et si jamais le Québec n'était pas accepté dans un des accords, mais les tarifs de l'OMC sont là. Si on continue, donc, protection plus substantielle. Aussi, l'OMC maintenant s'adresse les services financiers, les télécommunications, la propriété intellectuelle, donc c'est très large. C'est des sujets qu'au début, les accords régionaux avaient développé davantage que l'accord international. Mais l'OMC, elle, de plus en plus rejoint les accords régionaux sur tous ces systèmes-là. Donc, les accords régionaux, c'est lorsque les cadres institutionnels sont plus homogènes, ou la proximité des marchés, ou l'intégration plus poussée. Donc, c'est Canada, États-Unis, Mexique, un accord avec l'Europe, avec l'Asie, etc. Donc, le Québec, de chercher à être présent dans ces accords-là, eh bien, ça va permettre au Québec d'être présent là où cela compte, c'est-à-dire à la table de négociation. Lorsque le Québec se fait informer par après que, bon, d'ailleurs, lors de la dernière négociation, je pense qu'il restait un ou deux sujets, puis le dernier sujet qui a été retenu par les négociateurs fédéraux, par hasard, était celui qui faisait l'affaire de l'Ontario, mais pour celui du Québec, là, il n'y avait plus de possibilités, et la prochaine fois. Donc, donc quand vous êtes à la table, bien là, vous pouvez défendre votre point et dire non, ça ne marchera pas, il n'y a pas d'entente ici. Donc, les mécanismes d'examen des investissements par des non-résidents, j'en ai parlé tout à l'heure. Ici, on a juste à penser très brièvement, comme l'entreprise Couche-Tard, quand ils ont voulu investir en France, acheter une entreprise en France, Carrefour, je crois, un peu dans le même domaine, la France a invoqué l'intérêt national des chaînes alimentaires comme raison pour ne pas accepter que la vente se fasse à Couche-Tard. Couche-Tard essaie d'acheter 7-Eleven au Japon. Le Japon a invoqué, pas directement, mais c'est toujours en toile de fond, et là, par la suite, ils cherchent à prendre d'autres choses pour bloquer. Donc, tout le monde s'en sert, et ça fait appel à la notion de sécurité nationale qui, je pense, au Québec, il y a très peu de personnes habituées à raisonner avec ce concept-là. On est toujours on va chercher à faire des ententes, mais quels sont les intérêts nationaux pour le Québec? Mais ça va devoir être développé une fois que le Québec décidera d'être souverain. Donc, l'enjeu de la création d'une banque centrale, tout le reste des sujets, c'est la banque centrale, monnaie et autres. Donc, ici, les principaux rôles, donc, contrôle de l'inflation, les politiques monétaires uniformes à l'échelle canadienne ne sont pas nécessairement optimales pour le Québec. Tout le concept des zones monétaires optimales, qui a été très développé, même ça a été développé beaucoup par des économistes canadiens. Et le Québec n'en serait pas une. En fait, le marché canadien et le marché québécois auraient des discordances au niveau des cycles économiques qui justifieraient d'avoir une monnaie séparée. La monnaie canadienne, dans le passé, a beaucoup bougé aussi avec les prix du pétrole. Récemment, c'est un peu moins le cas. Qu'est-ce que ça va dans le futur? On ne sait pas. Et aussi, il faut voir que les taux d'intérêt aux États-Unis, les grosses compagnies, là, les Apple, les Facebook et autres, c'est des compagnies, ils ont des centaines de milliards de cash. Les autres, quand les taux d'intérêt augmentent, ça ne les dérange pas du tout. Les autres, ça les favorise même parce qu'eux n'ont aucun impact. Et toutes les entreprises qui sont plus d'avoir besoin du financement obligataire ou autre pour opérer de façon normale, bien, ils sont impactés, plus les ménages au niveau des hypothèques, évidemment. Donc, le deuxième rôle, assurer la stabilité du système financier pour la Banque centrale. Et donc, ici, pour assurer la stabilité du système financier, on regarde les niveaux de capitalisation adéquats des banques à charte. Et présentement, toutes les banques à charte sont de législation fédérale. Donc, c'est là que ça va m'amener tout à l'heure à parler des banques à charte. Bien, si nous voulons créer une banque centrale du Québec, normalement, ça lui prend des banques à charte enregistrées au Québec pour appliquer le contrôle au niveau des critères de capitalisation. Et par la suite, même quand on va parler pour introduire une nouvelle monnaie, bien, ça prend des banques aussi. Évidemment qu'il y a le mouvement des jardins, mais s'il n'y a aucune banque d'enregistrée ici, ben c'est peut-être plus compliqué de donner des ordres lorsque la même banque relèverait des lois du Québec et des lois de la société mère. Ça créerait des difficultés, ça risque de créer des difficultés. Et aussi, un autre rôle, c'est le rôle de prêteur de dernier recours
soit pour une entité bancaire de grande taille qui risquerait de faire faillite et que les impacts seraient trop grands, ou encore des crises financières comme en 2008, ou celles relatives à la pandémie. Et une banque centrale ici a des moyens, on va en glisser un mot, et sûrement que mes collègues pourront élaborer là-dessus. Donc, le dernier grand rôle ici, l'assouplissement quantitatif, c'est un peu nouveau. Moi, quand j'avais étudié, ça n'existait pas vraiment, cette approche-là. Et ça a été beaucoup utilisé en 2008 lors de la crise financière et pendant la pandémie. Grosso modo, la Banque centrale se trouve à acheter des banques, dans le marché secondaire des banques, des actifs très sécuritaires comme les obligations gouvernementales des États souverains et autres, où les risques sont à peu près nuls. Et en contrepartie, elle roule une ligne de crédit à la banque qui, elle, peut recommencer dans d'autres activités. L'idée était ici, en 2008, de repartir l'économie, et même chose en 2020. Donc, la contrepartie d'actifs financiers de première qualité. Cette stratégie est disponible aux banques centrales, mais ne l'est pas aux entités subalternes, comme quand la Grèce a eu des problèmes, les autres ne pouvaient pas commencer à vouloir recourir à de l'assouplissement quantitatif. Mais c'est vrai pour à peu près dans toutes les entités subalternes, et quelque part, je me dis, c'est la même chose au Québec dans le système fédéral. Si le Québec avait un problème très particulier pour le Québec, est-ce que la Banque centrale du Canada viendrait aider par des achats de première qualité du Québec? En Europe, ils ont dit non. En Europe, l'autorité monétaire n'a pas eu la permission. Ben, eux-mêmes ne voulaient pas, mais les gouvernements s'objectaient formellement à ce que l'autorité monétaire serve à acheter des obligations gouvernementales de la Grèce. Et là, que les risques, lorsque c'est fait de cette façon-là, les risques sont répartis entre tout le monde. Et les États qui se disent bien gérés, ne veulent pas payer pour les États qui sont, entre guillemets, moins bien gérés. Donc, ici, il y a encore là une réflexion d'importance pour le Québec. Québec souverain, quelle va être la ligne de conduite tracée, ça va être très important. Et ici, les montants, la pandémie 2008, ça a été assez élevé aux États-Unis, mais pandémie 2020, ils se sont rendus jusqu'à 9 trillions de dollars, je crois. Si on traduisait ça au Canada, ce serait 800 à 900 milliards d'achats par la Banque du Canada. Ici, au Canada, ils en ont fait moins que ça, 2 fois et demi moins, 275-300 milliards. Mais aux États-Unis, ça a été colossal. Et si c'est si colossal que ça, les banques qui repartent la machine, peut-être que l'inflation qu'on connaît, il y a une partie qui est la résultante de tout ça. Et là, c'est un phénomène international, mais qui a des impacts tout partout. Et par la suite, par contre, tous ces achats-là, tôt ou tard, doivent être renversés, soit tranquillement, soit par des décisions de revente. Et il peut y avoir des gains ou des pertes. Et normalement, quand les taux augmentent, il peut y avoir des pertes. Ensuite, modalité retenue, donc, ici, je dis, dans le cadre de l'accession à la pleine souveraineté, la création d'une institution de type Banque centrale serait justifiée pour le Québec. Pour assurer la conduite adéquate de la politique monétaire, la surveillance des règles prudentielles et la capacité au besoin d'intervenir en cas de crise financière majeure. La modalité d'intégration serait une banque similaire avec un statut d'indépendance. Les encadrements pourraient varier. Et donc, et aussi, je regardais comme en Europe, la Banque de France existe encore. En Belgique, il y a une Banque de Belgique. Aux États-Unis, il y a des banques de réserve fédérales qui opèrent sur le territoire et qui appliquent dans leur zone les grandes lignes déterminées par l'autorité fédérale. Et donc, je dis, même si le Québec devait choisir la monnaie canadienne, je pense qu'il y aurait intérêt à créer tout de suite l'institution de banque centrale. Et à ce moment-là, si jamais dans 10 ans, si jamais il y avait la monnaie canadienne et que dans 10 ans, on voulait faire la chose, bien, il n'y a pas un grand bouleversement à faire. La Banque centrale est là, comme je disais tout à l'heure, change la monnaie canadienne pour une monnaie québécoise et ça peut être automatique. Les banques à charte maintenant, donc, à l'époque, tout le monde disait, ça, c'est un secteur tellement névralgique qu'il vaut mieux garder la reconnaissance mutuelle tous azimuts au Canada. C'est quand même les banques à charte sont très importantes parce que elles se trouvent
par les prêts qu'elles accordent à partir des dépôts reçus des clients ou des mises de fonds de leurs actionnaires, si on multiplie par 8 ou 10 à peu près les dépôts reçus, bien, c'est avec ça. Ils peuvent émettre des prêts obligataires, des prêts automobiles, toutes sortes de prêts. Donc, la création de monnaie, quelque part, dans le concret, se fait davantage ou se faisait davantage par les banques à charte que les banques centrales. Aujourd'hui, les banques centrales en prennent plus de place. Donc, les marchés financiers, aussi les bourses de valeurs mobilières, les compagnies québécoises, bien souvent, leur multiple là, de prix de l'action par rapport au profit, entre 5 et 10, là, les multiples, les grosses compagnies américaines, souvent, c'est 30, 40, 50, des fois, c'est plus. Et comme Tesla a été développé, c'était quasiment 80, un multiple de 80 pendant pas 10 ans, mais 6-7 ans, qui leur a permis d'aller jusqu'au moment où les autos étaient fabriqués, étaient disponibles sur le marché. Mais une entreprise à se financer au jour le jour n'aurait pas été capable de faire ce que Tesla a fait. Et le marché du capital américain est très, très puissant de ce côté-là. Donc, encore une fois, je rappelle les banques compétences exclusives. Une banque à charte fédérale peut opérer partout et elle décide seule de l'utilisation et de l'affectation des sommes perçues à titre de dépôt. Okay. Et donc, ici, il y a un lien comme le gros problème de la fuite des capitaux, la fuite de l'épargne au Québec, où il y a eu un dossier de l'Action nationale sur le sujet, ben, c'est lié à ce phénomène-là. Les banques font du prêt hypothécaire, font du prêt automobile, mais tout le reste est centralisé, presque à tous les jours, tout est centralisé en Ontario. Et donc, les décideurs là-bas prennent les décisions quoi faire avec l'argent dans l'optique canadienne. Donc, c'est très important ici quand même. Donc, on avance. L'Union européenne a exigé que le Royaume-Uni, les banques du Royaume-Uni qui voudraient faire affaire, vont devoir créer des filiales autonomes à l'intérieur du réseau du marché européen et non pas une succursale pour continuer d'opérer comme ils pouvaient le faire lorsqu'ils étaient dans le marché unique. Et donc ici, ils sont encore à travailler, à essayer d'introduire ça. Chez nous, les 6 banques sont enregistrées au fédéral, donc ça risque d'être assez corsé à réaliser. Donc, encore une fois, l'encadrement. Donc, si j'avance, je vais aller dans la monnaie. Donc, pour le secteur bancaire, donc une loi cadre pour l'enregistrement électoral d'un statut de banque qui peut accepter les dépôts au Québec. Même chose pour les filiales étrangères. Puis en fait, les banques ontariennes deviendraient étrangères. Donc, elles devraient s'inscrire dans ce modèle-là comme filiales au Québec, relevant des autorités du Québec et non pas la reconnaissance mutuelle de ce qu'ils font déjà. Donc, pour la monnaie, les diverses options, donc, utilisation de l'or québécois, monnaie québécoise, directement flottante ou avec ancrage. Sûrement, il y en sera question un peu plus tard. Donc, ce que je dis ici, l'option devrait être, dans toute la mesure du possible, que la Banque centrale du Québec puisse exercer autant que possible sa politique monétaire qui lui soit propre. Et par la suite, assurer aussi, en tout temps, le rôle de prêteur de dernier recours aux besoins. Donc, l'option 1, monnaie canadienne, j'ai marqué, il pourrait y avoir une entente formelle avec les PMQ pour une période déterminée, genre 5 ans ou 10 ans, 5 ans pour introduire tous les changements. Par la suite, autre chose à voir. J'ai marqué le deuxième point, création d'une autorité monétaire. Ce serait un peu comme l'autorité monétaire européenne qui chapeaute plusieurs pays. Et ça demande beaucoup plus d'élaboration, de mécanismes, des institutions communes, et je l'ai mis comme exemple, mais ce n'est pas impossible. Monétaire informel, moi j'ai toujours trouvé que une économie de 600 milliards comme le Québec, appuyer ça sur une monnaie où on n'avait pas d'entente véridique avec le Canada là-dessus. Personnellement, je trouve qu'il y a trop d'inconnus pour utiliser ça. Monnaie québécoise flottante sur les marchés. Flottante sur les marchés, c'est ce qui est le plus général pour tous les pays qui ont une monnaie. Sauf que lors de l'accession à la souveraineté, et ça, dans la plupart des cas, c'est rare que je pense qu'il y a très peu d'exemples où un nouveau pays est allé directement avec une monnaie transigée sur les marchés à cause des questions des spéculateurs se décident qu'une monnaie est fragile. Et on ne veut pas que la monnaie perde 30-40% de sa valeur à cause de la spéculation. Donc, souvent, les nouveaux pays vont aller vers des monnaies ancrées sur une monnaie existante. Donc, ancrage au dollar canadien, ce serait de continuer
avec une monnaie québécoise, mais dont le niveau serait exactement égal à la monnaie canadienne. Et par la suite, l'ancrage ferait que le dollar québécois suivrait la valeur du dollar canadien pendant tout le temps que l'ancrage demeurerait. Et c'est une décision permanente. Donc, ici, il y a quand même beaucoup de gains au niveau de la Banque centrale du Québec de pouvoir agir. Mais ce n'est pas la perfection au niveau de rencontrer la pleine autonomie au niveau de la politique budgétaire. Donc, je vais avancer pour finaliser. L'ancrage pourrait être avec l'euro. Donc, ici, il y a des particularités, ce pas tout à fait les mêmes économies, mais l'euro, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup plus de stabilité d'euro que le dollar canadien par rapport au dollar américain, règle générale. Sauf pendant la crise de la Grèce et des monnaies européennes, pas des monnaies, mais les dettes européennes, là, ça a bougé beaucoup. Monnaie québécoise avec ancrage à un panier de devises. Donc, ça, c'est une option par rapport, au lieu d'être fixe sur une monnaie, ce serait fixe sur plusieurs monnaies qui sont transigées sur les marchés. Et quelque part, il pourrait y avoir des intérêts, plus de stabilité au niveau de l'arrangement global. Donc, ici, la monnaie, donc, l'option retenue, ce serait j'ai marqué pour prendre une décision, je pense que ça va prendre une connaissance du contexte, quels sont les pouvoirs qui sont rapatriés, de quelle façon, quels sont au niveau de rapatriement également, le partage des dettes, des actifs et des dettes, c'est quoi, l'état de l'économie au départ, ce qu'on anticipe pour le futur. Donc, il y a beaucoup d'inconnus qui feraient que savoir quelle serait la meilleure option pour l'introduction au jour 1. Je pense que ça pourrait mériter des conseils d'experts. Et ensuite, j'ai mis quelques notes sur introduire une nouvelle monnaie ou démarrer la souveraineté. Donc, ici, ça va prendre quand même de la stabilité. Je pense qu'une économie de 600 milliards comme le Québec, il ne faut pas prendre pour acquis qu'on peut faire ce qu'on veut et si la monnaie baisse de 20, ce sera vrai, mais si la monnaie baisse de 20 bien, le 600 milliards au niveau international va valoir 480 milliards. Donc, c'est ce qu'on lèguera à nos enfants, quelque chose de moins. Donc, l'aspect d'avoir une perspective de stabilité est important quand on fait la transition vers un pays souverain. Au niveau de la base de départ, donc, ce serait une économie saine et résiliente. Pour l'instant, ce côté-là va bien. Entendre sur le traitement des actifs et des dettes, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai marqué traitement et non pas partage. Partage, ça veut dire que c'est obligatoire, mais il y a beaucoup de choses à considérer. Il va y avoir beaucoup de choses à considérer ici. Un traité global pour la prise en charge du tout. Dette PIB résultante viable, ça ne cause pas vraiment de problème. Mais pour par contre, l'acceptabilité à court, moyen, long terme, donc, encore là, mettre en place des conditions économiques de nature à soutenir l'économie dans le futur, bien, tous les pouvoirs qui seraient ajoutés vont être des éléments qui vont permettre au Québec d'améliorer, je crois, la performance économique du Québec, dans le sens où, alors qu'on est une économie de succursale, on deviendrait une économie propriétaire un peu de ses moyens de production, de ses moyens d'intervention. Et ici, la circularité, la diminution des fuites vers l'externe serait un plus pour l'économie québécoise. Le niveau de déficit budgétaire, donc, ici, c'est tiré un peu de l'Union européenne. Prévenir toute détérioration structurelle et tendancielle des déficits budgétaires qui auraient un impact sur la dette à long terme. Donc, c'est souvent les tendances qui sont examinées, non pas le niveau exact à un moment donné. Et orientation, en effet, de ne pas recourir à des dévaluations de monnaie à des fins opportunistes. Ça réfère un peu à ce que j'ai mentionné. Et ça réfère aussi à la surveillance de la balance commerciale, de la balance des paiements d'un État souverain. Et présentement, nous sommes à l'intérieur du Canada, mais les mêmes ajustements se font de toute façon à la fin de chaque année. Quand les compagnies ontariennes achètent au Québec, c'est des ajustements de balance commerciale et de balance des paiements qui se font automatiquement, mais sans passer par les marchés internationaux. Et si le Québec devient souverain, bien là, évidemment, que la monnaie québécoise pourrait être examinée, savoir est-ce que ça crée des impacts sur... et chose certaine, et aussi au niveau financier, des fois, les gens peuvent penser, bon, c'est des gens qui essaient de profiter et autres, et de faire beaucoup d'argent et autres. Mais quelque part, il faut penser que les prêteurs obligataires, eux, c'est comme nos amis ici. Si le Québec a besoin d'emprunter sur les marchés pour se financer des taux raisonnables, les prêteurs obligataires, c'est des amis. Et des amis, ben, tu ne veux pas leur dire, ben, venez, puis ensuite, notre monnaie, on a décidé de la dévaluer de 20 là, les amis ne durent pas longtemps dans ce temps-là. Donc, il faut avoir une perspective de pays souverain avec une vision. Donc,
Et tout ça, évidemment, dépendamment quels seraient les ajustements, bien, tout le portrait de c'est quoi le profil économique, budgétaire et financier du Québec, selon ce que sera le système décidé par le Québec, bien, ça devra être mis à jour avec ce qui est envisagé, ce qu'un parti politique pourrait proposer. Bien, il y aura des ajustements à faire. Et évidemment que l'ensemble du portrait va devoir être regardé avant la décision finale.